Salut, c'est CDLP, vous êtes prêts pour le défi, pour le Pluridéfi 2022? Alors c'est parti. Pluridéfi, c'est un concours qui motive tous ces jeunes du secondaire pour peut-être essayer de le remporter, mais surtout, c'est une mise en valeur des métiers en pénurie. On en a bien besoin, tous ces métiers manuels. Et puis pour cette 7e édition, eh bien, 2 nouveaux défis ont été créés, on les découvre. Pluridéfi, c'est une success story qui ne se dément pas depuis 2014. À l'époque, il n'y avait que le seul défi brique. Aujourd'hui, l'événement a pris de la hauteur et se décline à travers 7 disciplines, dont 2 petites nouvelles, la soudure et le métier de couvreur. Ces étudiants de l'enseignement qualifiant, tout réseau confondu, ont 2 jours pour réussir leur défi, même pas peur. Avant, à l'école, j'étais en général et ça n'allait pas trop. Et je me suis dit pourquoi pas faire un métier manuel. De fil en aiguille, je suis arrivé là et ça me plaît bien, donc voilà. La tuile, c'est super cool à travailler et on rencontre de nouvelles personnes et voilà, c'est une chouette ambiance. Tu n'as pas le vertige? Absolument pas. On regarde la propreté de découpe et tout ça, parce que ça doit être étanche à l'eau forcément, mais aussi à l'air maintenant, puisque comme on isole de plus en plus les combles, c'est très important. Le niveau n'est pas mauvais pour une première, parce que c'est vrai qu'on était un peu à l'aventure, on ne savait pas vraiment si ça allait vraiment fonctionner. Et tout compte fait, c'est bien. Côté soudure, on s'applique. Pour Mirko, c'est une grande preuve. Alors, c'est bon à ton avis? Ouais, pas vraiment. En fait, j'ai mal coupé ici à la disqueuse et je suis pas vraiment dedans. Du coup, j'ai essayé de rattraper avec ça. Et ben, ça a l'air plus ou moins d'avoir été rattrapé, mais je vais devoir encore continuer ici. Il y a un petit, vous voyez là, j'ai un petit problème. Du coup, je vais devoir le remettre, qu'il soit bien ici à plat avec celui-là. Bah, j'apprends. Je suis ici pour apprendre. Hein. N'oublie pas de clamer ta pièce. Ouais. Tu mets un raidisseur, tu clames. Autrement, ta pièce elle va briller et elle va être déformée, d'accord? C'est important, hein, ça, oui, d'accord? Allez, vas-y. Alors, il y a des petites corrections à faire? Ben, évidemment, comme c'est pour la première fois, ils sont un peu stressés, ils veulent bien faire, mais bon, franchement, je suis fier d'eux, de toutes les écoles et tout. La soudure, c'est un métier en pénurie? La soudure est un métier qui est en pénurie, comme la chaudronnerie, tout ce qui tourne, on va dire, dans l'industrie, le tournage. Les jeunes ne viennent plus vers nous, donc on essaie de trouver des solutions comme là-bas à l'entrée, comme vous avez pu voir, on a un simulateur virtuel, donc on les accompagne, on leur montre avant, comme pour eux c'est un jeu, c'est quoi la soudure. J'ai plein de patrons qui me demandent si j'ai des bonnes personnes pour les envoyer parce qu'ils sont prêts à former maintenant à l'heure actuelle. Voilà, donc les portes sont grandes ouvertes pour les jeunes et pour leur avenir. Ça va comme ça? Bon, moyen. On va pas aller plus loin alors. On va aller visiter un atelier Côte de Maille. C'est dans la foulée du sujet qu'on vient de voir. Derrière cette porte, nous avons rendez-vous avec le Moyen-Âge. Bon, nous sommes toujours en 2022, mais la société Anglicis, elle, y croit dur comme fer. Alors du coup, Societas Anglicis, on va prononcer en latin du coup, c'est une compagnie de reconstitution médiévale. Et aujourd'hui, c'est Atelier Côte de Maille. On parlera plus de Aubert en fait pour le vêtement de maille qui était porté par le chevalier, puisque Côte de Maille on ne le retrouve pas dans les textes de l'époque. Pour tricoter un aubert, on commence par assembler les mailles 4 par 4 avec un rivet. Voilà. La maille est fermée. Et là, à part une pointe de flèche, une pointe d'épée, une lance, il n'y a rien qui devrait pouvoir l'ouvrir. Pour une tenue complète, comptez entre 10 et 20 000. Et plus les mailles sont serrées et solides, plus la protection est efficace. Elles sont en acier, elles sont un peu plus dures par sécurité aussi. Parce qu'évidemment, après nous, on va combattre avec ces vêtements qu'on fabrique ici. Et le but, c'est de rester en vie pour aller travailler le lundi. C'est un travail de patience quand même.
C'est un travail de patience, oui. Bon, nous, on a la chance en tant qu'homme moderne de pouvoir le faire devant une série ou un film. Mais non, c'était pas forcément le cas à l'époque, donc c'était un métier en soi. Faut savoir qu'à Paris, par exemple, les aubergiers étaient exempts de ce qu'on appelle le devoir de guet. Donc ça veut dire qu'ils ne devaient pas aller sur les murs de la ville la nuit, parce qu'ils fournissaient déjà quelque chose pour l'effort de guerre. Voilà, notre côte de maille est terminée, ne reste plus qu'à l'essayer. Et c'est là que ça se corse. On commence par les brettes, les sous-vêtements de l'époque, sur lesquels on enfile les chausses et le pourpoint. Pour la tête, un bon bonnet, puis on passe l'aubert, un jeu d'enfant, et on termine par la pisane pour bien protéger le cou. Ça, c'est la tenue légère. Donc le aubert ici fait 6 kg, ce qui est relativement faible en fait, comparé à l'armure complète qui va peser dans les 30 kg. Car il faut encore ajouter le haume, les bras et les jambes d'armure, et pour finir, les gants. Voilà, ça y est, on est enfin prêt pour le combat. L'armure c'est très mobile, il n'y a aucun problème pour bouger avec une armure complète, tout ça. On peut rouler par terre, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut. Et voici les chefs-d'œuvre des étudiants du défi Color. Non, ça ne ressemble pas au blason des grandes familles du Moyen-Âge comme ceux qu'affectionnent les membres du club, les CTP. Le samedi après-midi, dans la salle omnisport de Couëme, le port de l'épée est obligatoire. Et même cette fois plutôt qu'une. Alors pourquoi les 7 épées? Eh bien, ça vient en fait d'un maître italien qui s'appelle Fiore de Liberi, qui nous parle de ces 7 épées qui sont en fait les coups de base que lui répertorie dans ses écrits. Pour l'occasion, John Hawkwood a laissé son costume de fer au vestiaire. En fait, ici, le but, c'est pas vraiment l'équipement qui va être important, c'est l'historicité du geste. Que le geste soit juste et qu'il soit basé sur des sources du Moyen-Âge. Et toutes les sources s'accordent sur un point, le combat à l'épée, ça commence à main nue. Tous les maîtres que j'ai lus nous disent qu'il faut faire de la lutte, c'est la base de tout. Voilà, moi je suis judoka à la base et j'ai vu l'apport que le judo m'a apporté dans ma pratique de l'escrime, le contrôle du corps, savoir chuter, savoir se déplacer, avoir une conscience de son corps et dont on se trouve beaucoup plus accru. Mais tout ça, ce sont des apports que la lutte peut nous donner. Autre élément à travailler pour éviter de se retrouver au tapis, le jeu de jambes. Où on est et comment on se déplace, c'est très important. On peut rater un coup en ayant tout à fait placé ses mains, enfin, de manière parfaite. Si les jambes ne sont pas au bon endroit, ça ne marchera pas. Voilà, l'échauffement est terminé. Place maintenant aux choses sérieuses. Alors aujourd'hui, on a pratiqué les AMHE, donc ce sont les arts martiaux historiques européens. Et aujourd'hui, ce que vous avez vu, c'est l'escrime avec une arme qu'on appelle l'épée longue. Longue et légère, un peu plus d'1,5 kg, mais à force de croiser le fer, on finit par être... Essoufflé, hein? Un petit peu essoufflé, oui. Oui, avec l'âge aussi, hein, mais enfin, c'est quand même comme en boxe, hein. C'est des échanges de coups, donc on va, on vient, donc il faut gérer sa respiration. C'est parfois un peu dangereux parce qu'il y a des gens qui ne retiennent pas toujours leur coup non plus et ils viennent parfois avec des armes, ce que j'appelle un peu douteux pour leur constitution. Style des haches, des choses comme ça, ou des marteaux de guerre. C'est violent ça. Il y a parfois des petits bobos. Il y a des bobos, il y a des blessés, oui, tout à fait. Et même si les protections modernes sont plus efficaces que les armures d'antan, Alain préfère quand même faire confiance à son gris-gris. Voilà, donc ça c'est le blason d'Antoine de Bourgogne, hein, qui a repris le blason de son père Philippe le Bon, et dans lequel il a mis une brisure, voilà, tout simplement, pour dire que c'était lui le grand bâtard. C'est votre modèle? C'est mon modèle, oui. À l'époque, il est quand même mort à 83 ans, donc c'est pas mal. Hein. Longue vie à vous alors? Ah, j'espère, hein. Merci beaucoup. Voilà
La CDLP, c'est fini. On se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.